On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Réal Boulanger qui célèbre ses 40 ans d'expérience de carrière en designer. Mais d'abord, on parle politique municipale avec le conseiller Michel Gendron. Il a fait un petit exercice pour relever toutes les personnes qui sont venues poser des questions depuis le début du présent mandat et il a fait certaines découvertes. Lundi soir dernier, conseil de ville à Saint-Jean-sur-Richelieu qui s'est terminé à minuit pile. Ça a duré quand même 4h30, c'était quand même assez long. Et il y a eu différents volets. Vous savez, bon, il y a eu le maire qui a appliqué des vétos, après ça, les périodes des questions et tout et tout. Bref, ça a été quand même assez long. Vous savez qu'il y a un moment de la soirée où les conseillers ont un mot qu'ils peuvent adresser au public, le mot des conseillers. Et le conseiller Michel Gendron, lui, en a profité pour dénoncer un peu l'utilisation que peuvent en faire actuellement les partisans du maire Laplante à l'occasion de la période des questions. Il est avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Bon, et là, vous avez fait de savants calculs, en fait, depuis quoi? Depuis quelques semaines, quelques mois, ou voire depuis l'élection. Vous avez fait un peu un relevé des personnes qui sont venues au conseil, qui sont venues poser des questions, pour établir des pourcentages entre le nombre de personnes qui sont venues et le nombre de personnes qui ont posé des questions. Expliquez-nous tout d'abord pourquoi cette démarche. Bien, en fait, c'est tout à fait anodin. Hein? C'était pas prévu, mais pas du tout. À un moment donné, on apprend que le greffier a décidé de mettre quelqu'un à la porte pour prendre les noms. C'était pendant une séance extraordinaire. Puis, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. De toute façon, moi, je ne connais pas nécessairement toutes les procédures de comment on fait pour aller poser sa question. On aurait juste à remplir. Bon, OK, ça va. La procédure, je ne la connaissais pas vraiment. Puis là, on apprend qu'il va y avoir un greffier. Maître Senneville, en l'occurrence, qui était là. Jusqu'à date, il n'y a pas vraiment de problème. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à ça. La séance commence et la séance qui suit, on a Mme Lajoie qui pose la question pourquoi qu'il y a quelqu'un qui prend maintenant les noms. Et là, moi, sur le coup, je n'en fais pas de cas. Puis après ça, je me pose la question parce que, évidemment, c'est sûr qu'on voit depuis le début, majoritairement, c'est des sympathisants de l'équipe Laplante qui viennent poser des questions, tout ça. Moi, je me fais interpeller pour me faire dire, mais j'essaie d'y aller, Michel, mais le problème, c'est que je ne peux jamais mettre mon nom. Si je mets mon nom, je tombe dans la deuxième période de questions. Puis là, étant donné que là, présentement, les séances finissent à minuit, bon, ils ne peuvent pas rester trop longtemps. S'ils ne passent pas dans les 6 premiers, bon, bien, ils ne sont pas capables d'aller poser leurs questions parce qu'ils risquent de passer vers 11h30, minuit. Donc, ça n'a aucun sens. Fait que là, moi, je me dis, ouais, c'est vrai. Fait que je me dis, puis je me rappelais que l'intervention de Mme Lajoie. Fait que j'ai fait, je vais regarder comment ça se passe. Comme je regarde comment ça se passe, je demande à M. Lapointe, est-ce que je peux avoir accès à toutes les feuilles de période de questions? Alors, on m'envoie ça. Puis là, moi, je commence à les regarder. Mais avant de se rendre compte de quelque chose, il faut les regarder, puis les regarder, puis les regarder. Là, je les feuille, puis je les feuille. Puis je regarde. Ici, on a marqué son adresse. Ici, on ne l'a pas marqué. Puis là, je commence à regarder les personnes qui viennent plus souvent. Puis là, éventuellement, je commence à faire une nomenclature des personnes et le nombre de fois qu'ils sont venus, puis les dates qui sont venus. Et je me rends compte à ce moment-là qu'il y a 2 dates charnières qui existent. C'est-à-dire? Le 23 avril et le 7 mai. Et là, je regarde, puis à force de voir les feuilles, je me rends compte que ces dates-là, particulièrement, puis je vais vous envoyer d'ailleurs là, les copies, on se rend compte que c'est sensiblement les mêmes personnes qui ont écrit les noms des gens qui posent des questions. Et là, moi, je suis un peu estomaqué de ça parce que normalement, tu arrives, tu écris ton nom, tu vas t'asseoir dans la salle. C'est pas quelqu'un arrive, écrit le nom de tout le monde, puis on va s'asseoir. Donc, il y a une procédure à suivre. La procédure, c'était celle-là. Et là, je me rends compte de ça. Et là, je me mets à comparer les signatures. Et là, j'ai de belles surprises. Là. Et là, évidemment, c'est sûr que je fais sortir les nombres de personnes qui sont plus sympathisants, le nombre de questions que ces sympathisants-là de l'équipe Laplante ont posé. Et là, je vois qu'il y a une mobilisation claire et nette à quasi, là, on parle de 42 là. Bon, expliquez-nous justement les pourcentages que vous avez. Bon, les pourcentages, c'est très simple. Jusqu'à date, il y a eu 122. À ce moment-là, il y avait eu 122 questions qui avaient été posées. 122 questions depuis? Depuis le 20 novembre. OK, depuis l'élection. Oui, depuis Donc, l'élection. depuis l'élection, il y a 122 questions exactement, qui ont été posées dans les différentes séances du Conseil. Jusqu'au 7 mai. OK. Donc, c'est là que s'arrête mon étude. Et puis,
je me rends compte qu'il y a 122 questions posées, 51 personnes ont posé une question, viennent de l'équipe La Plante, ou pas de l'équipe La Plante, mais des sympathisants du maire, en tout cas. OK? Et finalement, je me rends compte en ce moment-là que ça représente, ces 51 questions-là représentent 11 personnes. Évidemment, c'est sûr, on finit par les connaître, les gens qui reviennent. Et là, je me mets à comparer les signatures. Puis là, je fais « wow, OK, il y a quelque chose. » Mais en pourcentage, ça donnait combien? En pourcentage, il y a 18 des gens qui sont venus poser des questions qui étaient, disons, favorables à l'équipe La Plante, si on peut dire ça comme ça. Là. De ces 18 personnes, 18 %-là, ça représente 11 personnes sur 60. Ces 18 %-là ont posé 42 des questions. OK, donc 18 des personnes qui posent 42 des questions. C'est ça. Donc, depuis le début du mandat. Oui. Donc, on voit qu'ils sont venus plus qu'une fois. Là. Bon. La question que j'ai envie de vous poser, c'est oui, mais ils ont le droit. Absolument. Puis c'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans mon mot. Je pourrais poser l'autre sous-question, bien, faites pareil. Exactement. Puis c'est pas là où j'en ai. Donc, que ces gens-là posent des questions, c'est tout à fait légitime. Ils ont le droit de le faire. Ils veulent arriver à 5 heures pour aller poser leurs questions. Ils ont le droit de le faire. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Où j'en ai un problème, c'est quand c'est pas toi qui signes. Ça, c'est un problème pour moi. OK. Donc, c'est pas vous, évidemment, donc sur le fait que donc, les gens peuvent, à partir de 17 heures, la journée d'une assemblée, hein, c'est ça? Ils peuvent... je ne sais pas si c'est à partir de 17 heures, mais bref, ils peuvent se rendre... Oui, je dirais plus 19 heures, probablement, à quand ils ouvrent les ville. portes. Bon, quand ils ouvrent les portes, effectivement. Oui, c'est ça. Bon, parce que ça, donc, les gens, comme vous dites, ils ont le droit de poser leurs questions. Puis à la limite, si les gens veulent, qui sont sympathisants à votre équipe, voudraient faire la même chose, pourraient le faire. Bien, ce que j'ai dit hier est exactement la même chose. Bon. À quelque part, ils ont là où vous avez un agacement, c'est que visiblement, preuve à l'appui, c'est pas toujours la même personne qui écrit son propre nom. Exactement. Mais en même temps, sur la feuille, ça marque nom, adresse, sujet, mais il n'y a pas de... C'est pas marqué nom et signature. Non, c'est marqué nom, adresse, courriel et le sujet, la question. Et dans la procédure, l'autre question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que c'est légal ou pas? Est-ce que c'est moral ou pas? Autrement dit, comme c'est marqué nom, c'est pas marqué signature, est-ce que moi, je peux effectivement... Quelqu'un m'a dit, écoute, Éric, moi, je vais arriver à 7h32, tu peux écrire mon nom à ma place? Puis là, j'arrive à 7h à l'hôtel de ville, je marque mon nom, puis je marque le nom de mon ami. J'ai-tu le droit de faire ça? Bien, comme vous avez dit, là, est-ce que c'est légal? Peut-être. Est-ce que c'est moral? Je ne crois pas. Il y a une question d'éthique là-dedans. Là. On est les premiers à se faire à se faire juger puis à se faire appeler l'équipe des malveillants. Est-ce que c'est malveillant écrire ça pour quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est malveillant prendre la place de d'autres personnes qui voudraient poser leurs questions? C'est pas tout le monde qui sont capables de rester toute la séance là, pour poser leurs questions. Il y en a qui sont obligés de partir parce qu'ils travaillent le lendemain matin à 6 heures. Moi, quand je me fais interpeller dans mon quartier, là, parce que les gens me disent « Ah, Michel, ça fait 2 fois que j'y vais, puis ça 2 fois, je ne suis pas capable de poser ma question. » Écoute, il y a un problème, là. Bon, est-ce que c'est toute la structure qu'il faudrait changer? Peut-être. Est-ce que c'est la régie interne qu'il va falloir modifier? Peut-être. Mais chose certaine, c'est qu'on a un problème. On ne peut pas laisser ça aller comme ça. OK? Donc, on n'est pas en période électorale, là. On est en période de questions. Donc, hier, on a eu une question sur les poules. C'est pas tout le temps supposé d'être tout le temps sur le même sujet non plus, nécessairement les questions. Là, parce que c'est pas tout le monde de chacun des questions. Il y a une question aussi sur les chats errants. Les chats errants. Là, on a eu toutes sortes d'affaires. Quand c'est supposé... Normalement, ça varie. Là. Il n'y a pas personne qui se consulte de savoir tu vas-tu poser une question là-dessus. Mais dans les fameuses... non pas les signatures, ou bref, les gens qui ont écrit le nom dans les feuilles en question, quel est le constat que vous faites là, dans les différences d'écriture, parce que c'est ça qu'on voit, dans le fond, là, que le nom n'est pas écrit pareil? Là. C'est ça, c'est ça. Bien, je me suis rendu compte, évidemment, les premières fois que ces gens-là peuvent venir, c'est forcément leur première fois, ils remplissent pas mal la feuille au complet. C'est-à-dire le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, pas mal tout y est. On s'est appliqué pour pouvoir le faire. Puis les autres fois, on voit qu'on n'a seulement qu'un nom. Quels exemples vous avez là-dessus? J'ai des exemples. J'ai amené mes feuilles, évidemment. Hein. Pas besoin de vous dire que j'étais préparé hier, donc je le suis encore aujourd'hui. On parle de quelqu'un ici là, qui parle, là, parce que je ne veux pas nommer nécessairement personne parce que c'est pas dans l'intérêt là, de planter n'importe qui là, dans ça. Puis c'est pas mon but. Mon but, c'est de changer la procédure parce que je pense qu'il y a un problème là-dedans. Et on parle ici, là, il y a une personne qui écrit le F dans son nom, mais il l'écrit de façon différente. Tu sais, moi, j'ai 22 ans d'expérience en enseignement. Puis mes collègues de travail aussi.
avant de venir vous dire ça, là, puis avant de le dire au conseil de ville, là, je me suis informé. J'ai fait mes devoirs, moi, là. Je ne voulais pas arriver et me faire dire, ah, finalement, c'est peut-être pas ça. Donc, il y a des fortes chances. Je ne dis pas à 100 là. Je dis qu'il y a des fortes chances que ces gens-là, ce n'est pas eux qui ont écrit leur nom. Tout le temps. Peut-être plusieurs fois, mais pas tout le temps. Et c'est là où j'en ai. C'est là que j'ai un problème, tu sais. Il y a des B, des CCD, des fois on le met, des fois on le met pas. Tu sais, quelqu'un qui écrit son nom puis il n'écrit pas à bonne lettre, majuscule pour son nom, il faut le faire, là. C'est quelque chose, là. Tu sais, tu te trompes toi-même en écrivant ton nom. Voyons, non. Ça n'a pas d'allure. Il y a du monde, il y a quelqu'un qui écrit son nom ici avec... qui l'écrit avec une faute d'orthographe. Tu sais, c'est fort, là. Tu sais, on peut pas me dire qu'il y a quelqu'un que c'est lui qui l'a écrit, là. Voyons donc, tu sais comment écrire ton nom. Le nom n'est pas écrit comme il faut. Bon. Une fois qu'on fait le constat, parce que ça n'a pas été contesté là, comme tel hier, bon, je sais que Mme Lajoie n'était pas contente après vous. Oui, mais Mme Lajoie avait mal interprété. Elle pensait que je disais que je l'accusais, elle, d'avoir écrit les noms. Je ne sais pas, moi, c'est qui les a écrits, non. Ce que je dis, c'est que c'est la même personne, par moment, qui les a écrits, les noms. Et comment on peut changer ça maintenant? Bien, c'est tout simple. Une preuve d'identité, à quelqu'un à l'entrée, preuve d'identité et on écrit son nom. C'est tout. Ça serait très, très, très simple, là. À la limite, on permet de venir pendant la journée ou à partir de 5 heures, s'il faut, là, pour permettre aux gens de l'envoyer par Internet. Il y a toutes sortes de façons là, qu'on peut faire. Là. On parle de ville intelligente. Là. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire intelligent aussi là-dedans? Là? Je pense que ça va de soi. Là. On est en 2018, il faut que ça paraisse. Là. Michel Gendron, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Éric. Restez avec nous. Au retour, on reçoit Réal Boulanger qui célèbre ses 40 ans à titre de designer. Les 22 et 23 mai dernier avaient lieu les lancements du nouveau Boom à Saint-Jean et Saint-Hyacinthe. Merci à vous, partenaires, clients et auditeurs, d'avoir été présents parmi nous lors de ces 2 soirées où plaisir et musique étaient au rendez-vous. C'est avec grand bonheur que toute l'équipe de Boom vous a présenté sa nouvelle programmation musicale. Une programmation où les plus grands succès des années 80-90 se mélangent à merveille avec la musique actuelle des années 2000 et vous accompagne tous les jours partout au cœur de la Montérégie. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% gala de boxe du 29 juin prochain. Oui, avec Steve Bossé, le président du groupe Yvon Michel. Yvon Michel en personne. Oh, que ça fait fort, mon cher. Manquez pas. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Il a 40 ans à son actif comme designer. Il s'appelle Réal Boulanger. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Est-ce qu'on doit dire félicitations? Ben, oui, on peut. Si on veut. Oui, si on veut. 40 ans, on pourrait dire que ça se fête. Le design d'aujourd'hui et le design qu'on faisait il y a 40 ans, c'est quoi la différence? En fait, le design, c'est toujours une accumulation de, je dirais, de matériaux, en fait, et d'idées. Le design comme tel a changé. Les tendances changent, mais tout au fond de ça, le design reste toujours un peu le même. À savoir que si on a à refaire ou à faire des espaces de bureau ou faire un restaurant il y a 40 ans ou aujourd'hui, c'est toujours les mêmes réflexions. Ouais. Mais les matériaux ont souvent changé. Et ce que j'ai toujours aussi essayé de faire, c'est d'être le plus intemporel possible dans les designs que j'ai réalisés. Comment on fait pour suivre les tendances ou s'adapter ou évoluer avec elles? Je présume qu'au moment où tu as commencé dans le métier, on était avec une planche à dessin, un crayon et tout ça. Aujourd'hui, on a une souris, un clavier puis un écran gros comme ça. C'est ça. Comment on finit par adhérer, disons, à ce que l'évolution technologique nous envoie? Parfois, c'est bon, parfois, c'est moins bon.
il faut en trouver, je présume, l'utilité aussi. Comment on finit par s'adapter à ces nouveaux outils? Bien, en fait, quand on parle d'outils au niveau technologique, aujourd'hui, évidemment, si on part il y a 40 ans ou même il y a 20 ans passés, on travaillait toujours sur une table de dessin avec des outils, crayons, équerres, etc. Alors qu'aujourd'hui, on travaille comme tu dis, avec une souris. Maintenant, cette technologie-là a apporté aussi une autre approche devant les clients au niveau de la présentation. Aujourd'hui, on travaille en général toujours avec ce qu'on appelle de la modélisation 3D. Ce que ça permet, c'est pour nous de voir le produit presque final avant sa réalisation en construction. Et pour le client, la même chose, c'est de voir la réalisation avant. Et ça nous permet aussi d'éviter certaines erreurs au niveau du design ou de l'architecture. Qu'est-ce qui fait que tu es devenu designer? C'est un peu un parcours, je ne dirais pas par accident, parce que ma formation m'amenait vers l'architecture. J'avais étudié en architecture, n'ayant pas terminé la fin de mes études en architecture pour prendre un répit. J'allais travailler dans un bureau d'architecte ici à Saint-Jean. Et qu'est-ce qu'on a à faire dans des bureaux, comme junior très souvent? On va prendre un devis et on va commencer à le décortiquer. Alors, décortiquer un devis, c'est aussi toutes les surfaces, établir, si on a une école à faire, bien, c'est tant de locaux, c'est la réception, c'est la direction, ce sont les toilettes, la cafétéria, etc. Alors, c'est toujours des espaces. Et je trouvais de plus en plus que de planifier des espaces était pour moi plus intéressant que de planifier de la volumétrie architecturale. Comment on fait son nom dans ce métier-là? Parce que probablement l'un des designers bien en vue, tu as réalisé des mandats très importants, il y a même certaines célébrités qui ont fait appel à tes services. Bref, comment on fait son nom dans cette industrie-là? Est-ce qu'il y a eu des moments marquants ou des projets particuliers qui ont fait en sorte, qui t'ont permis de rayonner par la suite et d'agrandir le carnet de commandes? Bien, enfin, dans mon cas, j'ai toujours prôné la visibilité, que ce soit à Saint-Jean, que ce soit à Montréal. Quand je dis à Montréal, j'ai été quelqu'un qui a, sans dire courir les 5 à 7 de l'industrie, mais pendant longtemps, je me faisais un devoir d'être très visible. Et aussi, ça me permettait aussi d'acquérir, peut-être de façon plus rapide, tout ce qui était tendance et où l'ouvrage se trouvait aussi, là. Alors, ça a été pour moi, mais je l'ai fait pendant nombre d'années. Disons, je ne calculais pas mes heures durant ces périodes-là. Quels sont les projets les plus importants ou les projets dont tu es le plus fier, où tu gardes un souvenir mémorable? J'en ai plusieurs. Je dois dire que petit projet ne veut pas dire projet où on ne se souviendra pas. Ouais. Les petits projets demandent souvent une gymnastique un tout petit peu plus grande pour réaliser quelquefois, quand je dis petit projet ou petit budget. Mais petit budget peut être très valorisant aussi pour un concepteur. Maintenant, dans les grands projets, bien, c'est aussi différent parce que la commande est plus grande et les attentes sont plus grandes. Ouais. Alors, ça demande d'être vigilant, ça demande de rentrer dans les budgets aussi, parce que ça n'existe pas un projet sans budget. Alors, il faut être vigilant pour arriver dans un délai et dans un budget. Donc, il y a des petits et des gros budgets, mais il y a des petits et des grands espaces. Oui, et il y a des petits et des grandes surprises. Aussi? Oui. Les surprises vont avec, pas avec les budgets, mais il y a toujours des surprises. Tu sais, on ouvre
on n'ouvre pas les murs nécessairement pour aller voir toujours qu'est-ce qui se passe quand on fait de la rénovation ou de l'agrandissement. Quand c'est un bâtiment neuf, c'est autre chose. Maintenant, les surprises, on essaie de les voir avant que le projet débute, idéalement. Est-ce que ça arrive parfois qu'on se retrouve dans des situations où quelqu'un a commencé un projet, mais finalement, ça n'a peut-être pas viré comme il pensait, et là, on fait appel au service pour venir terminer ou réparer ou modifier ou ajuster? Ouais. Ça arrive, ça? Ouais. Ça m'est arrivé, mais très rarement. Ouais. Disons que ce n'est pas le genre de projet qu'on recherche, Évidemment. parce qu'on est en train de mettre des, comme on dit, des plasters. Ouais. Mais tout beau projet, bon projet est toujours intéressant à faire. Maintenant, c'est plutôt rare là, qu'on arrive là, à la course. Ouais. Comment trouves-tu la nouvelle génération de designers? Parce que là, tu as quand même 40 ans à ton actif. Tu es toujours actif aussi. Oui, absolument, oui. Et comment tu vois la nouvelle génération qui s'en vient derrière toi? Bien, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour... au départ, il faut voir que le design d'intérieur au Québec, entre autres, a 35 ans environ. Ouais. Alors, c'est pas une discipline là, qui est très vieille et ça a évolué énormément au niveau scolaire. J'avais fait un peu d'enseignement durant quelques années au cégep et je regarde les stagiaires qu'on reçoit à notre bureau à chaque année. Ce sont toujours des futurs designers qui ont beaucoup de talent et qui veulent aussi aller beaucoup plus loin. Pendant longtemps, le design, l'étudiant ou l'étudiante sortait, soit du cégep et s'en allait directement sur le marché du travail. Aujourd'hui, de plus en plus, l'étudiant veut aller plus loin vers des études plus avancées. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est plus respectueux de l'architecture? Est-ce qu'on tente de l'intégrer davantage? Les municipalités se sont dotées aujourd'hui de plans d'intégration, de réglementation, justement pour forcer les gens à rénover correctement, tout dépendamment des secteurs où ils habitent. Est-ce que tu penses est-ce qu'on a encore du chemin à faire là-dessus ou est-ce qu'on est quand même assez sécurisé? Non, je crois qu'on est à la croisée des chemins où est-ce qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Si on parle au niveau de l'environnement, de l'urbanisme, au niveau du design et de l'aménagement des territoires et tout ça. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup encore de municipalités petites municipalités, malheureusement, qui ne se dotent pas de ces professionnels qui pourraient justement faire en sorte que, parce qu'ils se disent, bon, on est dans un milieu un peu plus rural, c'est pas grave, mais on sait que, là, on parle un peu d'architecture, mais l'architecture est là toujours pour très longtemps. Ouais. Le cadre bâti, c'est rare qu'on le démolit là, à court terme. Tu as toujours eu un œil quand même assez avisé sur le développement du centre-ville. Le centre-ville qui a connu, évidemment, oui, ces belles années, années 60 et 70. Et qui reviennent. Et qui reviennent, parce que, bon, les décennies 80-90 ont été, disons, pas mal moins joyeuses. Comment vois-tu aujourd'hui l'entrée nord, l'entrée sud, le nouveau pont, le projet? On a vu l'animation 3D que le service de l'urbanisme nous a présenté il n'y a pas si longtemps. Donc, comment tu vois l'avenir du Vieux-Saint-Jean aujourd'hui? Bien, il y a quelques semaines, j'étais à un 5 à 7, justement, la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. À ma grande surprise, et j'étais heureux de voir que tous les participants qui étaient là étaient relativement jeunes. Alors, pour moi, ça l'a de voir que tous ces jeunes entrepreneurs, parce que ce sont des gens qui ont les boutiques, les restaurants, différents services dans le centre-ville. Et on voit que la rue Richelieu, entre autres, présentement, il n'y a pratiquement pas de locaux de vide, ou très peu, comparativement à il y a 15 ans, 20 ans. Et il ne fait que s'améliorer. Et, oui. Et beaucoup de variétés.
Ça, c'est... Et là, on voit le service de l'urbanisme qui tente à tout prix de sauver le bâtiment incendié de l'auberge des Trois-Rives, qui a été drôlement amoché, le bâtiment à côté du Samuel. qui est, soit dit en passant, où j'ai eu mon bureau Quand même. en 78. Ouais. Et juste pour faire un peu un clin d'œil à toute l'histoire, ce bâtiment-là était dans la famille maternelle. Ah oui? Moi, arrière-grand-père, grand-mère et ma mère ont habité là. Et on verra la suite, évidemment, si on réussira à le préserver. Ouais. Ouais. Ou peut-être simplement le reconstruire tel qu'il était. On a vu ça un peu dans le centre-ville. En terminant, tu veux rester actif pendant combien de temps? Bon, à la question, enfin, je me suis mis 5 ans encore devant moi. OK. Disons que mon rythme de travail a diminué un peu parce que je prends plus de vacances, ce qui me permet de récupérer et aussi de faire autre chose. Alors, au rythme que je vais présentement, là, si la santé est bonne, comme on dit, c'est certain que j'aimerais bien encore là, rester 5 ans sur le marché. Réal Boulanger, merci beaucoup. Au plaisir, Éric. Merci. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Le transport collectif sera gratuit à l'occasion du spectacle Hommage à Queen présenté par le Festival Classica, ici même au Parc Jarry-Boulet à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, durant cette journée, transport collectif pour le réseau urbain gratuit. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à chaque 2 semaines, il y a la tenue d'un conseil de ville. Même des fois, il y en a plus que ça dans un mois parce qu'il y a des séances extraordinaires, ça arrive aussi. Mais bref, tout ça pour vous dire que nous, on en fait la couverture. Les conseils durent parfois 4 heures, 4 heures et demie. Et nous, avec un conseil de ville, on choisit des extraits et on vous résume les travaux qu'on vous présente dans cette émission les 2 semaines suivantes. Le prochain rendez-vous pour ériclato.com, c'est bien sûr demain. Bye-bye.